Bon, on passe sur le temps électoral pour parler des législatives. Alors évidemment, comme point d'arrêt, dimanche dernier, puisqu'on va pas parler de la campagne d'entre-deux-tours, puisque le principe de cette émission, c'est de parler de la semaine dernière. Donc on va commencer par une tribune Marianne, avec laquelle je suis pas forcément d'accord dans le fond, ou apparemment ça parlerait que de social, mais qui est du coup, après la non-campagne présidentielle, nous vivons une non-campagne législative. Ce qui est assez vrai. Voilà, une absence de campagne... absence de débat relatif. Il y a eu un débat le vendredi, je crois, qui était avec Léa, il y avait Léa Salamé notamment, je sais. C'était bien de voir la gauche unie et défendre dans leurs différences, malgré tout le programme commun. Je pense que ça a beaucoup aidé. Et effectivement, cette non-campagne s'est traduite par une campagne de précipitation dans les derniers jours, les tout derniers jours, où même Macron est sorti de sa réserve pour essayer d'essayer de contrer un peu les estimations sondagières qui n'allaient pas dans le sens où je pense qu'il pensait que ça allait aller. Hein. Voilà. Donc, législative 2022, les ministres qui se présentent, ceux qui sont en danger, ceux qui n'iront pas. Donc ça, c'est un article de La Croix. Il faut savoir que du coup, il y a quand même plusieurs ministres qui se sont engagés dans la campagne des législatives. Il y en a sur les 28 du gouvernement d'Elisabeth Borne, il y en a 15. Et il se trouve qu'il y a quand même comme condition s'ils perdent, ils devront quitter leur fonction. C'est Macron qui l'a dit. Eh bien, parmi les ministres qui se représentent aux législatives, on nous disait la semaine dernière, donc oui, Clément Beaune contre Caroline Mécari dans la 7e de Paris en danger. On a aussi, dans la 6e de l'Essonne, Amélie de Montchalin contre Jérôme Guedj. Très drôle. On va en reparler juste après, mais très drôle un peu cette campagne locale. Blanquer n'était pas ministre en exercice, mais effectivement, il était éliminé au premier tour. On va pas en parler longtemps parce qu'il en a beaucoup trop parlé avec son seum et ça rend ouf. On a Stanislas Guérini aussi, qui apparemment avait marqué la surprise en étant élu en 2017. Et on a aussi Justine Bénin, qui serait potentiellement la situation la plus difficile, car elle est secrétaire d'État à la mer, mais elle brigue la 2e circo de Guadeloupe, où Mélenchon l'a largement emporté. Donc, et puis ensuite, il y a Abad aussi, dont on a déjà parlé, et dont le résultat allait être très suivi. Si vous retenez, Bénin et Guérini, c'est censé être le plus dur pour eux que pour les autres, même si les autres c'est compliqué. Donc on verra ensuite, j'ai récupéré les scores de chacun, donc on pourra en parler juste après. Donc ensuite, aux législatives, effectivement, selon les projections, dont on va parler juste après, eh bien, en tout cas, les sondages donnaient plutôt ensemble, donc l'alliance LREM, Modem, et il y a Agir et Horizon, c'est ça, plutôt gagnant. On était sur, selon un sondage Ipsos Soprasteria pour Cevifop, plutôt dans les 28%, voire 29% selon d'autres sondages. Alors en réalité, à la fin, ils ont fait 25 ou 26, on verra exactement le comptage, c'est super compliqué. Donc on a aussi effectivement une fourchette à la base de 275 à 315 sièges obtenus par Macron, c'est-à-dire que à part dans les tout derniers jours des législatives, on considérait plutôt que quand même il aurait la majorité absolue. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de la soirée électorale, cette majorité s'est vue fondre en direct sur les estimations. Et effectivement, il y a une absence record, puisque 52%, 52,5% des gens ne sont pas déplacés. C'est un record absolu pour les législatives de la 5e République, et c'est 71% des 25-34 qui n'ont pas voté. Donc on voit que Macron est plutôt bien présent dans la façade ouest. On voit que dans l'est, et notamment d'une partie de la diagonale du vide, là de l'est, LREM s'est fait squeezer, et même LR pour RN. Là, je pense notamment à cette circo qui est la première circo de la Haute-Marne, que je connais très bien. C'est là d'où je viens. Et voilà, on a LR qui se maintient à quelques endroits, notamment Savoie, à Nice. Alors, juste concernant les ministres en question qui auraient été en galère, il faut savoir que du coup, dans ces circos, on peut quand même juste regarder. Donc là, vous le verrez pas parce que c'est Paris et c'est pas assez zoomé. Mais donc du coup, Clément Beaune, considéré comme en difficulté, effectivement. Il a fini dernière NUPES, il a fait 36, NUPES a fait 41. Montchalin, il a fait 31. NUPES a fait 38, Montchalin, grosse dinguerie, donc du coup face à Jérôme Guedj, elle a quand même dit « Oui, mais la France Insoumise, parti d'antisémites, vous allez quand même pas voter pour des antisémites ». Il se trouve que Jérôme Guedj, le candidat NUPES en face, est juif. Voilà. Ce qui est quand même une très grosse dinguerie à dire en campagne de 2e tour. C'est assez stratosphérique comme niveau. Je trouve ça de l'espace. Alors oui, sur l'antisémitisme de LFI, c'est des bails avec Corbyn en Angleterre, je sais plus c'est quoi le bail exact. Guérini a fait effectivement 33%, NUPES a fait 39%. Par contre, Bénin, qu'on disait la plus en difficulté de loin, elle a fait 31%, alors que NUPES n'a fait que 27%. Donc pas tant que ça. Et Abad a fait 33% et NUPES 24%, donc pas tant que ça non plus pour lui. D'ailleurs, Damien Abad, qui n'est pas considéré comme ensemble, mais comme divers droite. Alors sur l'abstention, on peut quand même regarder ce petit graphique, qui est que, bon, plus ça va, moins on vote. C'est terrible. Et d'ailleurs, on peut voir que les scrutins où il y a quand même des pics de participation,
c'est quand même des scrutins qui ne sont pas synchronisés avec les présidentielles, même si, bon, plus ça va, plus ça s'érode. C'est-à-dire que maintenant, les scrutins des législatives sont toujours superposés aux présidentielles. C'est le cas depuis 97. Oui, donc du coup, pardon. Du coup, depuis 2002. Oui. Donc 97 ça allait, 93 aussi, 88 c'est aussi, on est aussi synchronisé, donc c'est en dessous, et 81 on est aussi synchronisé, c'est en dessous. Globalement, quand c'est des élections de mi-mandat, ça passe mieux, même si voilà, on est quand même sur plutôt une chute libre, bon voilà, ça ne changera rien, ça ne sert à rien. Alors là, c'est la répartition telle qu'elle est actuellement faite, telle qu'elle a été actuellement faite au soir du premier tour. Donc on est sur ça, c'est ce qu'on avait avant, et ça c'est ce qu'on avait après, et on voit que la gauche, quand elle s'allie, elle fait des bois, tiens, c'est surprenant. On voit que LR se fait bien raboter la gueule, et que le FN risque d'avoir son groupe parlementaire, en fait c'est quasiment sûr qu'ils l'auront. Oui, c'est une projection, évidemment, c'est une projection. Vous voyez qu'on est désormais entre 258 et 288 pour LREM, alors qu'on était jusqu'à 315 avant le premier tour. C'est-à-dire que les sondages ont surestimé le score d'ensemble, le score de la coalition de la majorité présidentielle. Ça a été surestimé, ce qui fait qu'aujourd'hui la majorité absolue paraît difficilement atteignable. Ça c'est l'évolution de l'estimation des sièges qui ont été faites. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, on est passé de NUPES qui faisait moins que LR au moment où ils ont annoncé qu'ils feraient NUPES, justement, à une montée progressive jusqu'à... Donc là, vous voyez la barre là, c'est la majorité absolue. Donc là, LRM est en train de remonter. Mais globalement, voilà, ça s'est plutôt effrité et c'est plutôt NUPES qui est en dynamique. Et ce qui explique peut-être pourquoi, d'ailleurs, Emmanuel Macron, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Emmanuel Macron, a rencontré Gérard Larcher, le président du Sénat, mais aussi du coup qui est LR, en vue d'un potentiel accord, peut-être, c'est le Canard enchaîné, je crois, qui en parlait, pour faire un accord avec LR, directement. Je me pose tout de même la solidité du bloc NUPES et LR, au cours du mandat, on aura peut-être des ralliements réguliers sur les textes d'ensemble. Il se trouve que surtout sur le précédent mandat, c'est surtout le bloc LREM qui s'est effrité avec le temps, parce qu'il était nouveau, ils avaient pris des fois un peu des mecs pas terribles. Alors que le bloc de gauche est resté relativement solide en termes de nombre de sièges. Donc je sais pas si le bloc de gauche va s'effriter en tant que tel. Il y a sur certains sujets, c'est sûr qu'ils ne seront pas d'accord, mais ça c'est déjà écrit dans le programme, et ça c'est déjà été, notamment sur le nucléaire, évidemment, sur des choses du droit du travail, ça c'est sûr, on verra. En fait, la question qui se pose, c'est aussi si LREM fait une alliance avec LR, est-ce qu'une partie de l'aile gauche de LREM va rester? C'est possible. Parce que les députés LREM, effectivement, mais les députés de gauche n'ont pas beaucoup de liberté non plus. Il y a aussi une consigne de vote. Sur le décompte des voix, maintenant le décompte des scores, et le décompte de qui a gagné les législatives. Parce que Mélenchon a revendiqué une victoire absolument incroyable, et la plupart des médias disaient NUPES plutôt devant, et le lendemain on apprenait que LREM avait gagné, enfin que la majorité présidentielle, le bloc ensemble, avait gagné. Selon le score officiel, NUPES a fait 25,66% des voix. NUPES, 25,66% selon le décompte officiel, alors qu'Ensemble fait 25,75% officiellement. C'est-à-dire officiellement 21 442 bulletins d'avance pour Ensemble. C'est pas le vrai décompte tel qu'il a été fourni par plusieurs médias, notamment par France Info et par Le Monde. C'est pour ça que sur Wikipédia, quand vous regardez qui a gagné, vous avez 2 comptages. Ce qui est fou. Donc je poursuis, mais ça c'est le point qui nous expliquait que les projections des instituts de sondage pour le second tour ne garantissent pas pour autant une majorité absolue Ensemble, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Selon les projections, la majorité se trouverait dans une fourchette entre 255 et 310. Si Ensemble n'atteint pas la barre des 289, cette coalition sera du coup à majorité relative, puisque effectivement Ensemble est elle-même une coalition, dans laquelle il y a le Modem, dans laquelle il y a Horizon, il y a Agir et il y a LREM. C'est aussi ça, la majorité présidentielle est elle-même une coalition. Donc il y aura peut-être des défections aussi de ce côté-là. Les LR a fait 12% aussi, voilà, alors qu'ils avaient fait 18,7% il y a 5 ans. Mais selon Le Monde, NUPES fait 26,16% et Ensemble fait 25,66%. Pourquoi ? Pourquoi ? Et là, je vais juste vous lire la partie Wikipédia là-dessus qui est particulièrement éclairante. Qui est le décompte du ministère, donc ministère de l'Intérieur, est cependant effectué après l'exclusion de 3 candidats de NUPES en France métropolitaine, qui sont Hervé Solignac, Dominique Potier et Joël Aviragnet. À eux 3, ceux-ci représentent 44 420 voix, donc soit davantage que l'écart de voix qui sépare les deux coalitions. Donc ça veut dire que juste s'ils étaient comptés, NUPES aurait gagné devant. Bien que présentés par la NUPES, ces candidats se retrouvent en effet étiquetés divers gauche par le ministère de l'Intérieur. Ce dernier se basant sur les deux premiers candidats sur leur déclaration en faveur de l'accord de coalition,
Donc en fait, ils n'étaient pas d'accord pour la coalition, à l'origine. Ça a suffi pour le ministère de l'Étêche. Et l'autre, parce que elle a été considérée comme candidature dissidente, la troisième. Ça, pour la gauche, on dit que c'était des omissions manifestes, que ce sont des manipulations du ministère de l'Intérieur, évidemment, de sorte à ce que LREM ensemble apparaissent premiers, parce qu'ils ont été investis par NUPES, en l'occurrence, quand même, malgré tous ces candidats. Alors, effectivement, comme vous êtes plusieurs à le noter, il y a aussi... c'est pas présenté par NUPES, d'accord. Bon, NUPES revendique en tout cas le fait que ce soit le cas. Mais de toute façon, ça ne change rien, j'ai envie de vous dire. Puisque le ministère de l'Intérieur a exclu de NUPES tous les candidats d'outre-mer. On en avait parlé d'ailleurs sur le bilan de la NUPES, qu'est-ce que c'était, et du fait que pour le coup, le PCF avait plutôt des accords avec les outre-mer. Bien là, il considérait que non, il n'y a aucun accord ni rien, c'est-à-dire en Corse et en outre-mer d'ailleurs. Il y a plusieurs candidats qui sont arrivés en tête, qui ont fait un certain nombre de voix, qui ont été étiquetés divers gauche et non pas NUPES. Donc ça, c'est un décompte qui a été jugé problématique par le monde, problématique entre guillemets, puisque notamment à la Réunion, à Mayotte et en Polynésie française, les candidats de gauche se réclamaient eux-mêmes d'être NUPES. Le gars, c'est écrit sur le tract, c'est écrit sur les bulletins NUPES, et on lui a dit « Oui, mais non, vous êtes plutôt divers gauche, parce que l'accord ne contient pas les outre-mer. » Donc c'est fou. T'as NUPES, il dit le gars il est de chez nous, le gars il dit moi je suis de chez NUPES, et personne s'écrit sur tous les papiers. Donc cette inclusion de candidats NUPES supplémentaires, mais également de candidatures ensemble, a amené en fait ensemble à être devant en termes de résultats électoraux. C'est de la tambouille électorale. Hein. Oui, en plus le gars il a encarté LFI, il était déjà député LFI. Oui, c'est encore pire. Le gars il siégeait déjà avec la France Insoumise avant. C'est encore pire. Ce qui fait que France Info, qui au départ suivait le décompte du ministère de l'Intérieur, a fini par changer son décompte et suivre, et d'intégrer d'autres députés divers gauche dans le groupe NUPES en fait. Ce qui fait que pour France Info, NUPES est aussi en tête. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Et en termes d'abstention, oui, effectivement, ça change tout. Puisque moins vous votez, plus les vieux votent, moins les jeunes votent, plus les vieux votent. Et sinon, j'en ai pas parlé, mais il y a 8 triangulaires en France, et évidemment, ça concerne l'entre-deux tours, donc on en parlera surtout la semaine prochaine. Mais évidemment, à la question le soir même du premier tour, quand il a été demandé sur le plateau de BFM que j'ai regardé, puis ensuite sur le plateau de France 2, si LREM, la majorité présidentielle, allait appeler pour les candidats de gauche contre les candidats du Rassemblement National, la réponse, elle a été « moi peut-être que oui, moi je ne sais pas », etc. Et en fait, on a appris, pas de consigne de vote qui a été donnée. Même la meuf qui a perdu là, face à Marine Le Pen se retrouve contre une candidate NUPES Europe Écologie Les Verts, a dit « moi je ne voterai pas, ma consigne c'est de voter blanc ». Alors qu'il y a un mois, elle faisait appel à son grand-papy qui avait fait la résistance contre le fascisme pour dire qu'il fallait faire l'union et que la gauche devait voter l'REM et que c'était vraiment une question de vie ou de mort devant le fascisme. Et bien aujourd'hui, face à Marine Le Pen, elle préfère ne pas choisir quelqu'un d'Europe Écologie Les Verts, qui est quand même un parti qui n'est pas le plus d'extrême gauche qui soit quand même, Europe Écologie Les Verts. Faut quand même pas déconner. Hein. Bon... fait qu'aujourd'hui, je sais pas trop où ça va aller, ni où ça va pas aller d'ailleurs. En tout cas, j'ai beaucoup ri pendant le législatif, ça m'a redonné un peu d'espoir, j'avoue. Moi, vous connaissez ma position, j'ai déjà donné à plusieurs reprises ici. Je suis content si personne n'a de majorité absolue dans le Parlement. Ça force tout le monde à discuter. C'est fou, un Parlement, ça sert à ça, hein, quand même. Et le coup du « oui, mais mon Dieu, si on n'a pas de majorité absolue, la démocratie est en péril », mais vous êtes des oufs, en fait. Du coup, s'il y a des discussions au Parlement, la démocratie est en péril. Savoir qu'on est l'un des rares pays d'Europe où on n'a pas de scrutin proportionnel, où on n'a pas de régime de coalition, et où on considère qu'il faut une majorité absolue pour gouverner, c'est-à-dire en gros une chambre d'enregistrement, quoi. Ce qui est en totale contradiction avec ce que demande le peuple, en l'occurrence. Quand tu fais des études statistiques auprès des Français de c'est quoi leur modèle de démocratie, c'est un Parlement où ça discute plus et où il y a beaucoup plus de débats. C'est ce qu'ils demandent. Oui, la Constitution est prévue pour que la République fonctionne correctement sans majorité absolue. En l'occurrence, c'est déjà arrivé pas mal de fois. Hein. C'est arrivé pas mal de fois. Et il suffit juste de se mettre d'accord hein, sur un gouvernement, sur des gens. La plupart des pays fonctionnent comme ça, encore une fois. Et la coalition, le principe de coalition, avec duquel tu peux tirer un projet clair qui provoque un certain engouement chez les gens, c'est précisément ce qu'a fait NUPES.
Et précisément ce que leur demandaient les gens de gauche. Donc c'est ça qui est aussi incroyable. C'est que ça peut potentiellement exister puisque ça a été fait pour le premier tour. Oui, mais en fait, à chaque fois, il y a ce truc dont on va pas retourner à la 4ème République, mais il y a d'autres façons de faire de la démocratie dans le monde. Enfin, Angela Merkel, qui a quand même été élue 16 ans en Allemagne, 16 ans 20 ans, 16 ou 20 ans, je sais jamais. C'est le produit d'un régime de coalition. Le régime de coalition, les régimes parlementaires de coalition ne sont pas des régimes faibles qui manquent de stabilité. En l'occurrence, le régime il est moins stable quand tu changes tous les 5 ans de mec et de vision, potentiellement. Et le fait que le président puisse dissoudre le Parlement, c'est une aberration sans nom. Hein. Une aberration totale. Hein. Il ne devrait pas avoir ce pouvoir.